Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est l'été Smart, le retour, début de semaine un petit peu retardé, week-end de Pâques oblige, ravi de vous retrouver pour une heure d'explications autour de l'actualité économique, d'explications, d'analyse, de commentaires pour tenter de mieux comprendre ce monde économique qui nous entoure et dans lequel nous évoluons. De quoi allons-nous parler ce soir? On va consacrer notre premier débat dans l'émission à Air France. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a officialisé ce matin qu'il était parvenu à un accord avec la Commission européenne sur la recapitalisation de la compagnie nationale et plus globalement sur l'aide d'État apportée par la France aux finances d'Air France. Au total, 4 milliards vont être donnés à la compagnie par l'État français. D'une part, 3 milliards, c'était des prêts, ça se transforme en quasi-fonds propres. D'autre part, une augmentation de capital de 1 milliard qui va faire que la participation de l'État français va quasiment atteindre les 30%. Ce sera de très loin le premier actionnaire. On n'est pas en train de parler de renationalisation, mais on est plus très loin. En tout cas, voilà, l'État sauve encore Air France. Encore, point d'exclamation. C'est pas la première fois. On a l'impression que le dossier Air France, c'est un dossier qui revient régulièrement. Qu'il y ait des crises ou qu'il y ait pas de crise, ça va rarement très bien chez Air France. Voilà, on s'interrogera sur les raisons et les opportunités de continuer comme ça à se pencher sur le berceau de la compagnie nationale. Deuxième sujet, on va s'intéresser à la fiscalité internationale dans la deuxième moitié de l'émission. La secrétaire au Trésor aux États-Unis, Mme Yellen, hier, dans un discours à Chicago, a annoncé vouloir militer pour une imposition minimale globale dans le monde au niveau de l'impôt sur les sociétés, de façon à améliorer les rendements de l'impôt dans son propre pays, à lutter contre les paradis fiscaux. C'est un sujet qui était déjà dans les réflexions, notamment au sein de l'OCDE autour de la taxe GAFA. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça relève des incantations? Ce sera la seconde question que je poserai à mes deux invités ce soir. Qui sont-ils? À ma droite, Pascal Delima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste au sein de conseil Harwell Management. Nicolas Deweb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, directeur général d'Alchimie. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, la question apéritif. On parle des marchés financiers. On parle régulièrement dans cette émission de l'exubérance parfois un peu irrationnelle, enfin en tout cas jugée comme telle des marchés financiers. On en parle une nouvelle fois ce soir en préambule, en introduction à cette émission. C'est la question à apéritif, les bourses à la fête encore, point d'interrogation. C'est vrai que voilà, on en parle régulièrement. Je le disais aujourd'hui, cette fois, ça y est, le CAC 40 est repassé au-dessus de son niveau d'avant crise sanitaire. Il est repassé au-dessus des 6000, mais pas encore à son pic de début 2020. Cette fois, c'est bon, le CAC 40, nous dit cette journaliste des confrères Échos, est au plus haut depuis 2007. La Bourse de Paris, voilà, je le disais, a dépassé son pic de 2020 après avoir en forte hausse ce mardi, une hausse qui s'est tenue plus ou moins tout au long de la séance. De fait, le CAC 40 n'est plus très loin de son record de 2007. Il réalise l'une des meilleures performances de ce début d'année depuis 2021. Inébranlable, les places financières, nous disait également le quotidien Les Échos. Vous avez vu l'article s'afficher. Et hier, c'était un record aux États-Unis. Alors cette fois-ci, un record historique, à la fois de l'indice E3 industriel, le Dow Jones, et de l'indice large, le S&P 500. Tous les deux, hier, à des niveaux records. Aujourd'hui, c'était à peu près étal. Il y en avait un petit hausse, l'autre en petite baisse. À chaque fois la même question, et en même temps on s'étonne que les marchés soient au plus haut alors que la crise est passée par là, et ça continue la hausse. Comment vous interprétez vous expliquez cette nouvelle vague d'optimisme sur les marchés financiers, en tout cas sur les marchés boursiers, sur les actions, parce que sur les obligations, notamment aux États-Unis, ça va moins bien compte tenu des craintes inflationnistes là-bas. Pascal Delima, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que, à force, on y est habitué, ce décalage qui est de plus en plus... qui semble-t-il est de plus en plus grand entre la réalité économique quand on a les chiffres de PIB. C'est ça, c'est le sujet un peu d'économie là-dessus. C'est le décalage qu'il existe depuis un certain nombre d'années. C'est pas nouveau, hein, mais ça... Depuis à peu près les années 2000, on voit bien ce qui se passe avec une économie réelle qui n'évolue pas de façon totalement synchrone avec les marchés financiers. En règle générale, quand l'économie réelle se porte bien,
les marchés financiers, alors je ne suis pas en train de critiquer le marché financier, mais en bénéficient. A contrario, lorsqu'on voit une explosion des marchés, l'économie réelle n'en bénéficie généralement pas. On connaît aussi cette relation inverse entre la santé des marchés financiers et les plans de licenciement en règle générale. Bon, voilà, dans l'histoire économique, on voit ce lien se faire. Maintenant, pour le contemporain, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi très tiré par les secteurs du numérique, les entreprises américaines, les actions de croissance qui sont liées à ceux qui ont réussi à tirer un peu leur épingle du jeu de cette pandémie aussi, notamment dans les biotech, dans tout ce qui a trait aux startups, aux sociétés du monde de demain. Si vous voulez même, pourquoi pas Tesla, et qui a effectivement... Qui a assimilé pour de bonnes raisons. Voilà. Enfin, pour, pas que des bonnes raisons, la révolution technologique. Intéressant. Bon, voilà. Après, il y a un autre sujet en économie qui va arriver très rapidement, parce que là, il y a des urgences, qui est celle de la pandémie quand même, heureusement, mais qui est celle de la régulation. Il y a eu un paquet de régulations qui ont déjà été faites pour le secteur bancaire, pour un peu encadrer ces produits dérivés liés à la crise financière. Il y en a d'autres qui vont arriver, je pense que c'est le prochain sujet. Ça va être de réguler un petit peu ces écarts qu'on observe entre effectivement les variations sur les marchés financiers qui peuvent être positives et favorables, et les excès de variation qui, pour le coup, méritent une régulation ou d'y voir un peu plus près. Avec régulièrement des petites affaires qui défraient la chronique, ou des petits fonds qui explosent en vol, ou des sociétés financières comme Greensill en Grande-Bretagne, ou le fonds américain, Archelago, il y a quelques jours. Alors on comprend effectivement que les sociétés technologiques se portent bien, se distinguent, qu'elles aient pu tirer notamment les marchés américains durant toute l'essentiel de l'année 2020. Mais là, c'est même le CAC 40 qui est quand même pas vraiment composé majoritairement de sociétés technologiques très, très, très performantes. Ça prouve que c'est toutes les sociétés cotées, toutes les grandes boîtes, globalement les boîtes mondialisées. On dit aussi que c'est à cause de la fameuse théorie there is no alternative, il n'y a pas d'autre placement attrayant. Comment vous voyez cette déconnexion apparente avec l'économie réelle, vous, l'entrepreneur, Nicolas Deheppe? Écoutez, moi j'ai découvert fin novembre, parce que Alchimie s'est introduit en bourse fin novembre, donc tu es confronté à ces investisseurs. Et en fait, je pense qu'il y a quand même trois gros boosters à cette hausse. La première, c'est que les particuliers ont de l'argent. Les Français ont dégagé plus d'une centaine de milliards d'euros d'épargne l'an dernier. Donc aujourd'hui, quand vous voulez les réinvestir, vous n'avez pas 36 000 choses, surtout quand vous ne consommez pas. Et d'ailleurs, Euronext disait que l'an dernier, c'est près de 300 000 nouveaux petits porteurs qui sont arrivés en bourse, souvent des plus jeunes générations. Ils ont du temps aussi, puisqu'on est avec un peu le même phénomène américain d'ailleurs aussi. Et aux États-Unis, on leur a donné des chèques. Voilà, ils ont touché $1 400 tous depuis. Alors vous voyez aussi bien la bourse que le Bitcoin. Enfin, il y a tout qui monte parce que de toute façon, vous ne pouvez pas forcément consommer. Il y a la même chose chez les institutionnels qui ont de l'argent et qui cherchent des placements. Et aujourd'hui, quand l'argent devient négatif, la bourse est mécaniquement un attrait. Et puis après, on en parlait juste avant, il y a quand même le monde d'après. Et là, tout le monde a compris qu'à travers le Covid, il y a les gagnants et les perdants. La pandémie a accéléré la transformation de l'économie. Je crois qu'on reparle d'Air France après, quand on voit la valorisation d'Air France, on peut se questionner. Et à côté, les boîtes de techno passent juste parce que c'est de la techno et que ça a été fun, comme ça a été fun il y a 20 ans. C'est juste que c'est un monde concret et qu'aujourd'hui, le monde d'après, c'est peut-être plutôt Zoom pour éviter de prendre les avions. Donc il y a un arbitrage qui se fait aussi automatiquement. La performance d'Alchimie en bourse depuis son introduction en bourse en novembre dernier? Plus 20%. Plus 20%, c'est bien, vous êtes content. On n'est pas dans l'exubérance, on est dans la. C'est ça. Voilà, il y a un bon pricing. Voilà, 6 mois après, on est bien. Il faut pour faire notre plan, donc on est concentré sur le plan et pour le livrer. Super. Vous l'avez dit, on l'avait évoqué dans le sommaire. Tout de suite, premier débat, on parle d'Air France et du soutien de l'État. L'État sauve Air France, encore, point d'exclamation. Le ministre de l'économie, regardez, Bruno Le Maire a confirmé, a officialisé ce matin, il était invité à la radio. Il nous dit qu'en apportant un nouveau soutien financier à Air France et en devenant le premier actionnaire, l'État réaffirme son engagement aux côtés de la compagnie et de ses salariés. Ce choix fort, nous dit le ministre, garantit la pérennité d'une entreprise stratégique pour la nation française. C'est effectivement avec un peu de grandiloquence, papier du Monde, dans la foulée. Air France va être plus concret, va être c'est la dépêche FP en fait, va être recapitalisé et obtenir une aide de 4 milliards d'euros. L'État sera autorisé à monter jusqu'à près de 30% du capital. En contrepartie, nous dit la dépêche, tant que cette
recapitalisation n'est pas remboursée, Air France sera soumis à une interdiction de dividendes, a dit la Commission européenne qui a accepté les modalités de cette aide d'État et qui a également exigé dans les contreparties l'abandon d'un certain nombre de créneaux horaires pour Air France à Orly au nombre de 18. C'était l'enjeu de la principale de la négociation. On est parti de 24 créneaux. On est arrivé à 18, un chiffre raisonnable, nous a dit le ministre, alors que le 24, d'après lui, ne l'était pas. Papier des Échos ce matin, l'État prêt à voler, alors c'était avant l'officialisation de l'accord, une nouvelle fois, c'est pour ça que c'est intéressant, au secours financier d'Air France, c'est un peu tout le sujet, c'est que c'est pas la première fois. Et puis, commentaire de l'économiste Thomas Philippon, mais comment peut-on discuter aide et recapitalisation sans parler des créditeurs privés? Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils subventionnés par les contribuables, si seulement sous-entendu, c'est toujours l'État, en l'occurrence, notamment sur le dossier Air France, l'État qui n'était plus actionnaire avant cette opération qu'à hauteur de 14%, même si on a encore en tête que c'est la compagnie nationale, mais bon, c'était quand même une compagnie largement privée. Alors, il y a plusieurs questions par rapport à cette idée, ce dossier du soutien d'État. Et la première question, c'est la négociation avec les autorités européennes, la commission concurrence, Madame Vestager, qui est donc a accordé 4 milliards au total. 3 milliards, c'était déjà des prêts qui avaient été accordés, qui seront pas, ou en tout cas pas tout de suite remboursés, qui vont se transformer en quasi-fonds propres, plus une augmentation de capital d'1 milliard d'euros, ce qui est beaucoup pour une entreprise qui capitalise 2 milliards en bourse. Pascal de Lima, que dit, voilà, est-ce que... Il y a certains cyniques qui disent Air France est une entreprise zombie, il faut arrêter de la subventionner tous les 3-4 ans, et à chaque fois il y a un nouveau problème, soit c'est une grève, soit c'est une crise, soit c'est une crise économique, soit c'est une crise sanitaire, et à chaque fois c'est l'État qui s'y colle pour recapitaliser. Est-ce qu'il y a un sujet Air France, ou est-ce que c'est normal, compte tenu de la situation, que l'État français, une nouvelle fois, se porte au secours de la compagnie, selon vous, selon l'économiste? J'ai l'impression qu'il y a un sujet sensible avec Air France, parce qu'Air France, évidemment, c'est tous les problèmes, je dirais, entre guillemets, qu'ont pu rencontrer de façon générale l'industrie française ou un fleuron français. Autour d'Air France, on a des grèves, on a des mouvements sociaux. Autour d'Air France, on a les choix stratégiques d'une compagnie comme celle-ci pour la faire adhérer, je dirais, aux stratégies du monde de demain. On a l'interaction entre Air France et les autres acteurs et partenaires européens. Enfin, il y a tous les sujets autour d'Air France. Puis Air France dans le nom, effectivement, la charge symbolique est forcément très forte. Et très forte. J'ai l'impression qu'autour d'Air France, en fait, ce qui est intéressant, c'est presque pas Air France, c'est finalement ce que révèle Air France à travers les soucis que Air France rencontre depuis une dizaine d'années. Donc c'est un vrai sujet pour pouvoir discuter des conflits sociaux, notamment avec les pilotes, des grèves en France. Enfin, ça propulse aussi les stratégies de demain avec le rôle de l'IA et de la disruption qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure ensemble, qui est pas très très élevée du côté de l'aéronautique. C'est un peu tous ces sujets-là. En même temps, j'ai envie de dire qu'il serait bien, une bonne fois pour toutes, de saisir ce dossier pour enfin arriver à faire que l'Europe puisse avoir une véritable Europe aéronautique, en remettant en place des stratégies communes, en repensant complètement ces stratégies de hub, les stratégies de c'est un sujet sur lequel la souveraineté des pays, c'est ça. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'industries où chacun a son champion national encore. C'est vrai, c'est exactement. Au sein de l'Union européenne, je veux dire. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faut arriver à impulser avec les partenaires européens. Moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'on arrive quand même rapidement à redresser aussi la situation de l'aéronautique de façon générale, parce que l'aéronautique, c'est une succession d'acteurs, c'est une succession de partenaires. Il y a plus d'une centaine de métiers entre la billetterie et la construction. Et au-delà de ces sujets que nous révèle ce qu'est Air France, il y a aussi la nécessité de faire repartir cette entreprise. Et j'ai lu quand même pas mal d'articles là-dessus qui semblent dire qu'il y en a pour un bon bout de temps, parce que les contrats sont pluriannuels, parce qu'il y a énormément d'intermédiaires. Et le transport aérien en général, c'est une des industries sur lesquelles on dit que le niveau de 2019 ne sera pas retrouvé avant un paquet d'années. Voilà, exactement. 2024, 2025, 2026, 2027, on ne sait pas trop. Rappelons que globalement, c'est un métier qui a perdu 75% de son activité dernière, et qu'Air France en particulier a perdu 7 milliards en 2020. Donc il y a une augmentation de capital d'1 milliard à côté, c'est vrai que c'est pas...
On se demande si c'est pour solde de tout compte ou s'il faudra dans 6 mois ou dans un an. Par contre, il faut faire attention sur les principes de comptabilité. Quand même, il faut être un peu rigoureux par rapport à une interview d'une collègue que je connais un peu. Il faut faire un peu attention en comptabilité. C'est pas si évident de dire que ce qui est donné par l'État, en termes de capitalisation, va être tout de suite redistribué aux créditeurs privés. Il y a des règles quand même pour tout cela. Voilà. Non, mais je crois que oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que pourquoi on ne sollicite pas les créditeurs ou les actionnaires privés, uniquement l'État, parce que c'est une entreprise qui va mal. Votre premier regard sur ce dossier, Nicolas, notamment sur le côté. Ça revient régulièrement à la une de l'actualité, soit une nouvelle recapitalisation, soit une nouvelle restructuration, soit une nouvelle augmentation de capital. En fait, moi, ça me donne à penser que c'est un dossier complexe et c'est un dossier politique, parce qu'en fait, si on regarde simplement d'un point de vue financier, si nous on était dans ce cas-là et qu'on allait voir notre banquier, en fait il y a juste faillite, et donc les actionnaires. La preuve, Air France ne va pas voir son banquier, va voir son actionnaire, qui l'État, ça tombe bien. Et donc il ne va pas voir son actionnaire particulier, ne va pas voir son banquier, ne va pas voir d'autres investisseurs qui sont prêts à monter un projet. Finalement, on va voir l'État, et l'État débarque au nom de la souveraineté nationale pour pouvoir permettre d'exploiter encore le web. Vient également, probablement, peut-être à un an des élections, puisque si on était radical, ce serait le moment aussi de transformer profondément la société avec tous ces contrats dont on parle régulièrement, un coup de grève qui pourrait être cassé et réinventé, puisque si la société est par terre et qu'il faut la reconstruire, c'est une opportunité. Mais là, on va faire du en même temps et on va essayer de garder un peu sous perfusion tout l'état actuel en perdant quelques petits créneaux, en enlevant quelques milliers de personnes. Donc en fait, le chemin ne peut pas être radical comme il devrait l'être si on était dans une économie ou dans une société complètement indépendante. Et donc on fait un va-et-vient permanent entre la gestion classique d'une entreprise et la politique, ce qui, à mon avis, est très compliqué à analyser depuis l'extérieur. Et puis en plus, quand on voit que finalement c'est 1,1 milliard de pertes d'exploitation au premier trimestre, qu'à date, l'an dernier, à la même époque, vous m'aviez invité, on avait parlé du Covid, on s'est dit, bon, on a une fenêtre, c'est 3 mois, quand la parenthèse est finie, on passe à autre chose. Là, honnêtement, on n'est pas forcément passé à autre chose, et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une espèce de variant encore bizarre qui arrive l'hiver prochain. Donc, de toute façon, on lit juste à peu près entre les lignes, ou si on était investisseur un peu conservateur et exigeant vis-à-vis du patron qui est en train de porter le projet, on lui demanderait un peu de visibilité. Et là, ça veut dire qu'on va falloir remettre encore en fin d'année. C'est juste écrit. Sur le rôle de la Commission européenne, la DG Concurrence, sur l'idée qu'il y a forcément des contreparties, entre guillemets, c'est-à-dire un petit affaiblissement de la compagnie quand même, ce que reprochent les syndicats d'ailleurs, en contrepartie d'une aide publique, de fait, compte tenu de la logique de l'Union européenne, ça vous paraît, normal? Je pense qu'en fait, la Commission européenne, pour ce genre de choses, est en train de bugger. C'est-à-dire que le monde a changé et elle continue à réciter sa partition. Donc là, on est ouverture à la concurrence. Ce qui est important, c'est d'avoir des créneaux. Dans le monde d'avant, oui, j'ai compris, mais là, dans le monde actuel, qui est quand même... Là, c'est une concurrence européenne, c'est pas on n'imagine pas que c'est les compagnies chinoises qui vont prendre les créneaux à Orly, mais là, le focus, c'est le nombre de créneaux. On n'est pas sûr, par exemple, réinventer l'aviation. Alors, c'est le maire qui a demandé 50% de CO2 en moins en 2030. Mais on est un peu comme les vaccins. On est en train de penser les choses selon un plan établi dans un monde complètement bordé. Et au moment où on n'est plus vraiment dans la stratégie, on est la tactique, parce que tout bouge et rien ne se déroule exactement comme prévu dans tous les plans quinquennaux, où il faut de l'agilité, on n'en a pas et on continue à réciter le catéchisme qui avait été élaboré précédemment. Et donc, ça donne le sentiment, à un moment donné, d'être un petit peu à contre-courant. Donc effectivement, si je reprends l'idée que c'est une parenthèse et qu'au mois de juin, tout revient comme avant, tout ça a du sens. Si on est parti plutôt dans une version Verdun des choses, la guerre de tranchées dure encore beaucoup de temps, je ne suis pas sûr que les créneaux soient le sujet à partir du moment où les aéroports ne seront pas pleins. Ils n'étaient déjà pas complètement pleins avant et ils ne le sont pas après, quoi. Pascal, sur la légitimité de la Commission européenne, dans sa partie direction de la concurrence, à négocier les aides d'État. Alors, en l'occurrence, c'est une aide d'État français et compagnie française Air France, mais c'est son rôle à cette Commission concurrence, direction concurrence, pardon. Là-dessus, il y a déjà eu
des évolutions dans l'état d'esprit de Mme Vestager, etc., qui effectivement admet aujourd'hui qu'on ne peut plus être obsédé par uniquement les questions de concurrence au sein de l'Union, mais qu'il faut regarder le marché un peu plus global souvent. Alors là, là on parle de créneaux hors lit, c'est très particulier, mais déjà sur le principe, c'est légitime. Oui, c'est légitime et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on voit très très bien aujourd'hui une Commission européenne qui a beaucoup de mal à prendre le virage du monde de demain. C'est incroyable. Ça s'est un peu assoupli, comme vous le dites, de temps à autre, mais ça reste encore dans la communication publique. Moi, je trouve que sur le papier, on a encore énormément de principes d'une sorte de libéralisme concurrentiel qui est vraiment très très ancien. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la mutualisation économique, on est beaucoup plus sur un monde plus environnemental, sur des technologies qui arrivent, sur une nouvelle stratégie. Je parlais des hubs, mais c'est exactement ce que vous dites sur les allocations en termes d'horaire dans les aéroports. Mais il faudrait mettre de côté les exigences en termes de concurrence. Mais je crois au regard de ce monde de demain que vous évoquez. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises souhaitent énormément avoir de la concurrence, mais que cette concurrence permette aussi d'une vraie concurrence et pas d'un monopole concurrentiel, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'une sorte de monopole concurrentiel aussi. Donc, il y a plus de concurrence entre pays européens et que, je dirais, chacun puisse y trouver sa part et que ce ne soit pas un système de sélection naturelle structuré autour de subventions. Et c'est ça qui m'inquiète dans la vision politique un peu de la Commission européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un autre paradoxe, messieurs, Nicolas par exemple, entre le fait d'un côté, on a en ce moment en délibération, en tout cas discussion au Parlement, à l'Assemblée nationale, une loi climat qui notamment impose d'abandonner l'avion si la distance est inférieure à 2h30 de train pour tout ce qui est du marché intérieur. Donc une contrainte mise sur le transport aérien. Et le lendemain, quasiment, ou en tout cas en même temps, d'ailleurs le même jour, donner 4 milliards à la compagnie aérienne nationale. Est-ce que tout ça est bien cohérent également, selon vous? Moi, il me manque un peu la voie du milieu, c'est-à-dire la voie qui fait aimer, les voies où on fait détester les choses, faire détester l'avion pour résoudre un problème d'environnement. Je ne parle pas de la polémique sur l'avion qui fait rêver les enfants. Je ne vais pas jusque-là. Là, je pense qu'en réalité, là où on a besoin d'entendre et d'investir, c'est que, et d'ailleurs l'industrie, Airbus a commencé à communiquer dessus, et là où il faut les soutenir, c'est que s'ils sont capables de sortir un avion à l'hydrogène, alors je ne suis pas spécialiste de toutes les technologies, mais qui est capable de consommer moitié moins à l'horizon de 2030-2035. Je pense que l'effort de guerre, c'est là où il faut le mettre, et puis profiter de la phase de transformation pour sortir cet avion. Et moi, étant entrepreneur... Cet effort-là, il peut être fait par ailleurs. Pour le coup, c'est Air France qui le développe, cet avion. Donc, Air France, c'est la compagnie. Étant un entrepreneur et étant passionné d'innovation et de nouveaux projets et de choses en plus collectives sur lesquelles on peut réunir tout le monde, parce qu'à la fin, on n'est pas contre, on est pour, et on a envie d'être tous ensemble pour quelque chose. Et bien là, de mettre l'accent là-dessus serait beaucoup plus positif que d'interdire le train pour 2 heures, l'avion sur des créneaux de 2 heures, ou ce genre de choses où je trouve que le message à la fin est pas très positif. Alors c'est pas tant ma réponse, c'est pas tant politique que plutôt entrepreneuriale, mais je pense que c'est un projet incroyable d'arriver à sortir un avion qui sera respectueux de l'environnement et qui va permettre à chacun de continuer à se déplacer, et pas simplement une élite qui aura les moyens ou le bon quota de tonnes carbone pour pouvoir se promener. Ça n'a pas de sens. L'avion hydrogène qui fait rêver l'enfant Nicolas Duhem. Ah, voilà, moi, je rêve encore. Vous faites bien, c'est une bonne chose. Précisons que le ministre de l'économie, il a assuré que effectivement les créneaux en question, libérés par Air France, ne profiteraient pas à des compagnies qui seraient moins disantes en termes de normes sociales ou fiscales, etc. Je ne sais pas comment il va. Je sais pas comment il va faire ça. Sous-entendu, ce sera pas merde, comment il s'appelle, pardon, Ryanair, voilà, qui sont censément qui est la première compagnie européenne, et en nombre et en capitalisation et en nombre de passagers transportés. Mais voilà, ce ne sera pas Ryanair. Est-ce qu'il n'y a pas hypocrisie à avoir un marché qui autorise Ryanair? Ryanair n'est pas illégal en France. Il y a tous les jours des gens qui prennent l'avion, c'est Ryanair, y compris en France, et à dire non, mais c'est quand même pas des gentils, ils vont pas récupérer les mêmes créneaux. Est-ce que là encore, est-ce que tout ça est bien cohérent? C'est la cohérence du concept de la concurrence. C'est quoi la concurrence en Europe? C'est ça l'idée, c'est-à-dire que
il y a des économistes qui vont dire la concurrence, c'est une concurrence absolue, il faut un maximum d'acteurs sur le marché, et donc Ryanair a ce titre-là, a toute sa place. Et puis vous avez des économistes qui vont évoquer une question de concurrence davantage contrôlée, plus régulée, avec des normes environnementales, sociales beaucoup plus fortes, avec une capacité d'interagir avec le code du travail national, avec des normes sociales nationales, etc. Et là, on va vous dire, oui, mais c'est une concurrence régulée, donc ça c'est mieux, Ryanair n'a pas sa place, pour certaines raisons. Bon. Donc manifestement, il y a des sujets sur lesquels on ne veut pas de Ryanair, il y a des sujets sur le fait que Ryanair est quand même, aux dernières nouvelles, une compagnie légale. Je ne suis pas très à l'aise à répondre catégoriquement à ça. C'est une question de, je dirais, de positionnement politique et de conception de la concurrence dans certains hémicycles, quoi. Là-dessus, c'est sûr que il y a aussi vous avez un autre groupe d'économistes qui vont vous dire que c'est la concurrence monopolistique qui est importante. Et donc, si Air France a le droit un peu d'être tout seul sur un certain nombre de créneaux, sur des trajets, c'est parce que ce sont les meilleurs en termes d'innovation et que quelque part, s'ils sont et donc il n'y a pas de raison que les petites compagnies puissent les concurrencer puisqu'elles sont moins bonnes et que finalement elles sont moins bonnes en termes de prix et en termes d'innovation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de créneaux. Air France est tout seul, donc voilà, en termes économiques, on a un peu ces sujets-là à résoudre. Moi je suis plutôt favorable à une concurrence monopolistique régulée, c'est-à-dire où expliquer que finalement ce sont les prix, le consommateur et les innovations qui vont driver le marché et non pas les positions politiques en règle générale. Nicolas, cette nouvelle incohérence, ou si tant est que c'en soit une, que j'évoquais justement par rapport au statut de certaines compagnies, encore une fois Ryanair pour pas la nommer, qui le ministre dit qu'il n'en veut pas pour récupérer les créneaux, mais en même temps c'est une compagnie qui est autorisée en France, qui transporte énormément de Français, enfin en tout cas qui transporte énormément de Français quand le transport aérien était encore à son niveau normal. C'est une preuve de plus qu'en fait c'est un dossier éminemment politique. C'est à la fois le transport aérien et particulièrement Air France. C'est qu'en fait il n'y a aucune cohérence économique dans tout ce dossier. Oui, et puis pas nécessairement une vision de ce qu'on veut faire de l'aérien demain. Donc là, on a quand même à court terme une contrainte sociale. Il faut y répondre parce qu'il y a de la casse chez Air France et puis on n'a pas envie de remplacer par des compagnies moins disantes à l'extérieur des frontières et respectant d'autres règles du jeu. Donc quid de la concurrence. Des compagnies moins disantes aussi sur le plan éventuellement environnemental, puisque si Air France doit répondre à un certain nombre de critères, qu'est-ce que les autres vont faire. Donc on répond à tout ça. C'est des sujets de court terme. Moi, en fait, j'aimerais qu'on arrive à bâtir une question. Vous voyez, par exemple, j'ai un fils à qui je disais pour cet été, pars en vacances en Dordogne, c'est beau la Dordogne. Il me dit non, c'est trop cher, je pars à Lisbonne, c'est moins cher. Bon. J'aime la liberté, mais à quel moment on doit faire un monde avec une cohérence, Et c'est vrai que s'il y a des avions qui arrivent à emmener pour 19 € à Lisbonne, et que malheureusement avec le train... Parce qu'il y a plus de gens qui veulent aller à Lisbonne qu'à Périgueux. Oui, mais c'est très joli Périgueux. Oui, l'été dernier, je suis allé en Dordogne, vous voyez, effectivement. Donc il faut qu'on arrive à apporter des réponses concrètes. Il faut essayer la Dordogne, tout en insister. Voilà, c'est l'office du tourisme, tout en respectant la liberté aussi et un marché. Mais c'est là où le poids du politique et plus sur le long terme. Et je pense que poser le cadre des règles pour demain et bâtir la société de demain, et à nous, entrepreneurs, de correspondre et de jouer avec les règles du jeu qui nous sont proposées, je crois à cette façon de faire, plutôt qu'à du court terme et des contraintes de court terme où à la fin, on répondra peut-être au dossier sous 3 semaines, sous 3 mois, mais à long terme, on se retrouve avec l'entièreté du problème sur la table. Bon, en tout cas, il y avait consensus sur le fait que c'est un dossier plus politique qu'économique. On va essayer, dans la deuxième moitié de l'émission, d'aborder un sujet économique, tant qu'à faire, sur Miss Mars, pourquoi pas, avec la question de fiscalité internationale. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans l'instant. Retour dans Late & Smart. Merci de rester avec nous. Dans cette deuxième moitié de l'émission, on va parler fiscalité internationale. Va-t-on vers une fiscalité mondiale équitable ? La semaine dernière, dans l'émission, on a parlé à plusieurs reprises du nouveau plan d'infrastructure de Joe Biden à 2200 milliards de dollars. Un plan qui
a vocation à être financé par une augmentation de l'impôt sur les sociétés fédéral de 21 à 28% aux États-Unis et au doublement, plus que au doublement de l'impôt forfaitaire minimum pour les impôts réalisés par les multinationales américaines à l'étranger. Sur cette thématique-là, Madame Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Fed, qui aujourd'hui est la secrétaire américaine au Trésor dans l'équipe de Joe Biden, hier à Chicago, elle a prononcé un discours dans lequel elle a appelé, regardez la dépêche Reuters, à un taux minimum d'imposition des sociétés au niveau global, enfin global en américain ça veut dire mondial, expliquant que c'est important d'arrêter la pression à la baisse de la base taxable dans l'ensemble des pays. Et elle a expliqué, Madame Yellen, qu'elle essayait de bâtir un consensus au sein des pays du G20. Ça tombe bien, il y a une réunion du G20 Finance, je crois, cette semaine. Nous travaillons avec les pays du G20 pour convenir d'un taux d'imposition mondiale minimum sur les sociétés qui peut arrêter la course vers le bas. Donc, globalement, son enjeu à Mme Yellen, c'est que les États-Unis ne soient pas eux qui décident d'inverser la tendance qu'on a vue depuis 40 ans, qui tirait un peu les taux d'imposition vers le bas, comme les Anglais d'ailleurs aussi, ces dernières semaines. Ils ne veulent pas être les seuls à augmenter les impôts, de fait, parce que du coup, le patronat américain aurait des bons arguments pour dire qu'ils n'ont pas envie d'être les dindons de la farce avec un sujet de compétitivité pour eux par rapport à d'autres. Et donc, elle demande à ses partenaires de jouer le jeu. Est-ce que, déjà, est-ce que vous y croyez à cette idée que on va arriver, parce que derrière, c'est même la lutte contre les paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'on arrête d'utiliser l'Irlande comme centre fiscal international pour toutes les entreprises de technologie, notamment américaines, parce que toute l'imposition en Irlande, etc. Ça va très loin. Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce d'alignement des planètes actuellement qui militent pour ce type de mesures, Pascal? Il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une différence importante entre un certain nombre de pays du G20. D'un côté, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Inde aussi, le Brésil, avec des taux d'imposition sur société, et donc sur les multinationales en particulier, qui sont plus faibles que d'autres pays. À l'autre extrême, on a l'Afrique du Sud, on a l'Argentine aussi, l'Australie, qui ont des taux d'imposition de société plus élevés. Donc tous ces pays-là, évidemment, qui sont aujourd'hui dans le G20, sont confrontés à un problème qui est, comme vous l'avez dit, la question de la compétitivité fiscale, du dumping fiscal finalement, puisque leur attractivité dépend de ce taux. Bon. Donc là, moi, je suis très favorable à cette mesure. Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu quand même une pandémie. Donc, il y a un certain nombre de pays qui ont besoin de se relever, qui ont besoin de stimuler leur attractivité, dont un des éléments est l'attractivité fiscale. Et que, par conséquent, on observe aussi souvent que les pays qui ont le plus souffert sont aussi des pays qui ont des taux un tout petit peu trop élevés. Et donc, il y aurait un intérêt à ce que les autres s'alignent d'une certaine façon. Là, ça va être une discussion de malade. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais le vrai taux qui va être choisi va être très géopolitique et très politique, à mon avis. Peut-être impulsé par les États-Unis, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir une vraie tension géopolitique là-dessus. En tout cas, sur le principe de fond, moi, je suis plutôt favorable. Il ne faut pas oublier aussi les échecs de ces impôts mondiaux, avec la fameuse taxe Tobin ou taxe sur les transactions financières, où on a vu avec des simulations d'économistes que ça amenait pas forcément au résultat escompté, qu'on luttait pas vraiment pour ce pour qu'on voulait finalement, qui était la spéculation. Il y a des expériences. Alors, c'est pas la taxe Tobin, c'était une taxe supplémentaire. Là, c'est effectivement un niveau minimal pour des taxes qui forcément existent déjà, parce que dans tous les pays, il y a un impôt sur les sociétés. C'est un niveau plancher. Bon, why not? Maintenant, il faut voir dans quel cadre ça va se faire, parce qu'il y a aussi l'institutionnel qui est important. C'est dans quel cadre on peut comme ça proposer. Et puis, un grand doute, c'est un peu l'antithèse de tout ça. Bon, ça peut paraître un peu irréaliste aussi d'y être favorable. C'est le côté opérationnel et concret. C'est que la Chine, va pas s'aligner, à moins certainement pas avec d'autres pays, les pays occidentaux aussi. Oui. Donc, là, pour l'instant, c'est l'OCDE qui est le cadre. Donc, effectivement, il n'y a pas la. Oui, il y a pas la. Et le G20 et le G20 aussi. Et l'OCDE. Oui, les deux lieux sur lesquels ces discussions vont avoir. C'est que c'est intéressant. Effectivement, c'est vraiment mondial, quoi. Mais mondial, c'est utopique. Donc les gens, ils vont dire, finalement, c'est déjà si on commence par tous les pays un peu industrialisés, ce qui est le cas de l'OCDE, en tout cas de l'Occident d'abord. C'est déjà une première étape. Nicolas, votre regard sur ce débat académique qui peut être concret, mais vous n'êtes pas encore une grande multinationale, ça viendra. Vous n'avez pas encore des activités dans 50 pays, ça viendra.
l'idée d'une espèce d'harmonisation, ou en tout cas d'un taux d'imposition minimum. Je précise juste, parce que j'ai cité l'impôt sur les sociétés aux États-Unis qui est appelé à passer de 21 à 28%. S'il y a accord au Congrès, on n'y est pas. 28%, c'est l'impôt sur les sociétés fédéral. Se rajoute aux États-Unis l'impôt sur les sociétés dans chaque État. Donc à l'arrivée, c'est plutôt 32, 33, ce qui est plus qu'en France. Donc ce serait plus qu'en France. Voilà, je précise. Nicolas, je vous redonne la parole. C'est important de préciser parce que sinon j'aurais commencé par une boutade en réclamant un taux unique plutôt qu'un taux minimum, ce qui est peut-être pour nous Français la meilleure garantie que ça baisse. Augmentation et d'être voilà. Mais c'est vrai que l'IS en France, c'est probablement parmi tous les impôts celui sur lequel on est le moins mal logé. C'est pas celui qui pose le plus de problèmes, parce que c'est l'accumulation des impôts, c'est pas forcément celui-là. Comparé aux autres. Alors moi, je le vois sous un angle plutôt d'entrepreneur du digital, en me disant que là, en fait, on est juste en train de réaliser, et les Américains sont en train de réaliser, que maintenant, c'est plusieurs points de PIB qui sont faits par les sociétés du digital. Quand c'était un point et que les sociétés pesaient rien, ou Amazon était petit, c'était pas très grave. Mais enfin, quand vous vous rapprochez en fonction des calculs que vous prenez entre 5 et 10 points du PIB qui sont maintenant faits par des sociétés qui ne payent pas d'impôts tellement elles sont bien organisées, ça pose un vrai souci, puisque là, vous avez, et surtout en plus, dans ces phases de Covid, où c'est ces sociétés-là qui ont plutôt connu une expansion, donc il faudra voir combien elles pèsent en PIB sur l'année 2021 par rapport à 2020, mais l'assiette sur laquelle on peut appliquer les impôts est nettement supérieure. Donc, finalement, moi, ce que je vois, c'est que la façon dont ils ont indirectement subventionné ces sociétés-là pour grandir à travers l'Europe, parce que nous, on n'a jamais rien vu en termes d'impôts, alors qu'elles font toutes des chiffres d'affaires colossaux en Europe. Voilà, maintenant, ils sont impactés chez eux. Donc, ça, c'est le deuxième pic, mais tant mieux. Mais si tout ça pouvait s'orienter vers une notion, finalement, de concurrence équitable, où, quand vous faites... Alors, on est dans la SVOD, mais c'est vrai que quand vous voyez Netflix, qui est basé avec des sièges au Luxembourg, qui n'a pas forcément les mêmes bases de TVA, qui n'a pas forcément les mêmes bases de charges sociales, voilà, oui, c'est tout l'enjeu, etc. Vous pouvez autant que faire votre possible pour tourner voir vos investisseurs et montrer que vous êtes aussi compétitif. Alors en marge brute, oui, mais en bas, de toute façon, on ne joue pas les mêmes règles du jeu. Et puis en termes de cash, c'est pas du tout la même chose, puisque en plus, eux, assis sur un très gros marché qui est celui des États-Unis, ils sont capables d'investir et de racheter directement leurs concurrents européens. Donc la concurrence inéquitable se fait à la fois sur le quotidien de la structure de marge et puis en même temps sur l'expansion internationale. Donc là, ce serait finalement de réharmoniser tout ça. On ne peut que le soutenir, mais finalement, je le prends pratiquement avec un peu de sérieux, parce qu'en général, quand les Américains y vont, ils laissent assez peu de marge de manœuvre dans les négos aux uns et aux autres. Mais ce serait finalement d'assainir un tout petit peu la situation qui est plus possible de la part des GAFA. Ça reviendrait, c'est intéressant, parce que je pense que, j'imagine que la plupart des pays de l'Union européenne sont dans l'OCDE. Donc si on a un accord à l'OCDE, alors que les 27, on n'a jamais réussi à s'entendre sur, globalement, l'exemple de l'Irlande est quand même patent. On n'a jamais réussi à s'entendre sur le fait d'harmoniser les taux d'impôt au sein de l'Union européenne. Et ce seraient les Américains qui viendraient nous permettre en tout cas nous obliger à nous mettre d'accord. C'est pour ça, après, il y a un moment donné, sans vouloir être trop utopiste non plus, mais il y a un moment donné, il faut aussi avancer un peu sur une fiscalité juste, sur une fiscalité intelligente. Je veux dire, il y a des rivalités. Vous savez, une fois qu'on a dit ça, tout le monde est d'accord. Après, j'imagine. Vous savez que, vous prenez l'exemple des GAFAM et du PIB d'un certain nombre de pays. Les GAFAM, si on prend la capitalisation boursière, parce qu'on peut prendre le PIB des GAFAM, c'est pas un pays, mais la capitalisation boursière des GAFAM, les GAFAM seraient le 3e pays le plus riche au monde après la Chine et les États-Unis, si on prend uniquement la capitalisation des GAFA. Donc évidemment que là, il y a la capitalisation, c'est un stock, le PIB, c'est un flux annuel. Le PIB pour les GAFA, oui, non, mais on le rapproche comme on peut, quoi. Mais disons que ça parle quand même. C'est-à-dire que les GAFA ont énormément... Je pense que Biden a ça en tête, parce qu'il parle quand même des fortunes 500, du classement, et des sociétés qui ne payent pas leur impôt depuis 3 ans aux États-Unis même. Donc je pense qu'il a un peu ça en tête quand même sur cette inégalité en certaines sociétés. Et sur toutes les niches fiscales. Il a dit dans son discours de Pittsburgh mercredi dernier, il a comparé un couple, un pompier et une enseignante. Il a dit qu'ils gagnent autour de 110 000 $ par an. Eux, ils payent 22% d'impôts, etc. Or, 91 entreprises parmi les Fortune 500, les 500 plus grosses boîtes américaines, payent 0 d'impôts sur les sociétés fédérales. En tout cas, ils ne peuvent pas échapper à l'impôt sur les sociétés locales, mais fédérales, ils arrivent assez bien à payer 0. Voilà. Donc, il a dit ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Il y a des raisons simples
aussi, c'est qu'il faut trouver des nouvelles ressources aussi. On va sortir, j'espère. Bon, chaque fois que je l'ai dit, je me suis trompé, mais j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci, parce qu'avec un confinement et des vaccins, si on s'en sort pas, c'est inquiétant. Mais imaginons une sortie de crise sanitaire vers juin, eh bien, il faudra bien reprendre l'activité, la croissance, et par conséquent, cette nouvelle ressource, finalement, pourra aussi alléger un peu les déficits, la dette, ça pourra contourner un peu la planche à billets de la politique monétaire constamment, et puis ça allège la pression sur le citoyen, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, vos impôts ne vont pas augmenter puisqu'on a trouvé une nouvelle taxe. Donc sur le terrain communication politique, c'est pas mal, c'est toujours assez populaire. Bon, voilà un peu les enjeux que je verrai. En même temps, même l'impôt sur les sociétés, à un moment donné, c'est pas impossible que ce soit des impôts sur les consommateurs, parce que ça se traduit dans les prix. In fine, il y a toujours un pigeon qui paye à la fin, non, Nicolas? Oui, alors ce qui est bien, c'est que, en revanche, ça ne soit pas les Européens au service des Américains. Donc là, si on arrive à rééquilibrer et faire en sorte que les deux fonctionnent en même temps, on ne sera pas les dindons de la farce. Mais pour revenir sur le point, moi je pense que effectivement c'est les Américains qui peuvent nous mettre d'accord quand après les subprimes ils ont décidé de purger un certain nombre de paradis fiscaux, ils ont mis au pas les Européens, ils ont mis au pas des pays européens, et on sait tous... la Suisse, on dit que c'est les Américains effectivement voilà, qui ont cassé le secret bancaire en Suisse en exigeant effectivement son arrêt, sinon les banques suisses n'auraient plus le droit d'exercer aux États-Unis, ce qui est quand même un problème. Exactement, donc de gré ou de force... C'est la première économie du monde. De gré ou de force, indirectement, ils font l'Union européenne. Mais c'est vrai que c'est l'Union européenne... non, c'est ça qui est fascinant, c'est que ce dont on parle, c'est effectivement que la pression américaine arriverait à un truc que les Européens entre eux ne sont jamais arrivés à obtenir. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à quel moment les Américains ne sont pas aussi la raison du fait qu'on n'a jamais réussi à s'entendre. Quand Bruno Le Maire a commencé à porter la taxe GAFA à Bruxelles pour pouvoir essayer de trouver un point d'équilibre, parce que finalement les Allemands sont dans la même situation que nous et plein d'autres pays, là vous voyez l'Estonie qui part commencer à faire autre chose et ainsi de suite, et quels sont les lobbies et les intérêts des uns et des autres, parce que l'unité à 27 c'est quand même un truc compliqué. Donc là on va peut-être avoir l'unité. Ouais, les Américains sont très forts aussi dans le secteur bancaire, puisqu'ils ont réussi à imposer pratiquement la plupart des régulations bancaires et financières depuis la crise financière qui vient de chez eux d'ailleurs, sans toujours se les imposer eux-mêmes, voilà, pour leur propre banque. Donc alors espérons que ce ne soit pas pareil, parce que sinon ça va donner... Ça c'est plutôt le point que je soutiendrai, parce que sur les banques, on voit qu'à la fin, BAL 2, etc., nos banques c'est ça, souffrent en Europe, et eux ne se les imposent pas, donc ils récupèrent les business, donc il ne faudrait pas qu'on ait... on sera dans les détails, là, c'est peut-être un peu tôt de rentrer là-dessus, mais bon, louons l'initiative. Est-ce que cette idée d'une taxe minimale, c'est ce qu'on appelait la taxe GAFA, appliquée à l'ensemble des multinationales? Oui, c'est ça, c'est le projet philosophique qui est extrêmement intéressant, et sur le concret, ça va quand même... Bon, j'espère que ça se fera, mais il faut savoir d'abord qu'au niveau intranational, par pays, les taux sur société sont différents en fonction du chiffre d'affaires, parfois sur secteur d'activité, donc il faudra déjà harmoniser tout ça au niveau national. C'est pour ça qu'on parle d'un plancher, là. Oui. C'est ça. Donc mais le plancher, bon voilà, des moyennes, on a parlé de moyennes tout à l'heure, là, il y a beaucoup de travail encore pour que sur le terrain opérationnel, ça puisse avoir lieu, mais voilà, il faut commencer à s'ouvrir sur un peu autre chose. Je sais qu'Obama ne parle plus aujourd'hui de méritocratie, ne parlait plus de méritocratie depuis un moment, mais parlait de politique économique intelligente. Donc ça fait partie des impositions justes et intelligentes qu'il faut maintenant. Voilà, la déclinaison opérationnelle, j'espère qu'elle incombera aux experts. Est-ce que l'un et l'autre, vous pensez que... Alors, manifestement oui, mais qu'il y a, je parlais de fenêtre d'opportunité tout à l'heure dans une question. Est-ce que précisément, compte tenu du contexte sanitaire et économique, qui pour une fois c'est une crise qui concerne quasiment tout le monde, ou qui ce qui n'a pas toujours été le cas, la nature très spécifique de cette crise fait que c'est peut-être cette fois-ci ou jamais pour arriver à un relatif consensus international sur cette question qui est évidemment nécessaire, puisque les questions de fiscalité relèvent de la souveraineté des pays, y compris au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est ce qui jusqu'ici bloquait tout accord au sein des 27. C'est une opportunité à pas rater.
Si on regarde le moment présent. Le moment présent, si on regarde un petit peu tous les sujets auxquels on dit devoir discuter dans les différents parlements nationaux, ça va de l'environnement jusqu'au nouveau paradigme du management, jusqu'à la politique de demain, les nouvelles politiques économiques, la fiscalité, c'est le chapitre numéro 1. La fiscalité. Mettez devant. Oui, devant. Donc, de toute façon, il y aura certainement, ça va être certainement un des gros chapitres de la politique économique de demain et des nouvelles coopérations de demain aussi. Parce que si ce n'est pas maintenant qu'on le fait, notamment sur le terrain fiscal, je pense que c'est fini. Nicolas, vous pensez qu'il y a une logique de calendrier, de saisir une opportunité compte tenu de la dimension mondiale et unique de cette crise-ci? Oui, alors il y a le calendrier de la pandémie, vous avez raison, mais moi je pense qu'aussi il y a le calendrier, quand on voit ce qu'ils sont en train de préparer côté GAFA. La semaine dernière, Biden a mis à la tête de l'antitrust une jeune femme, une trentaine d'années, brillante dans son domaine, donc qui est en train de s'attaquer à ce sujet. Quand on regarde par miroir les Chinois qui progressent sur le même sujet en prenant leurs propres décisions, avec leur propre culture, dans leur propre méthode, façon de faire, on se retrouve quand même avec des sociétés qui n'obéissent à certains endroits plus du tout aux règles du jeu, qui posent même des sujets, qu'on le veuille ou non, des sujets démocratiques, parce qu'on peut quand même encore se réinterroger sur tout ce qui s'est passé à la fin de la présidence Trump et ainsi de suite, qui vont influer sur toutes les élections à droite et à gauche. Enfin là, on bascule dans vraiment le monde d'après, et le premier rôle d'un État, qui est quand même de poser un cadre, jouer la fiscalité vis-à-vis de sociétés comme ça, moi ça me paraît pas fou. Alors je lis surtout le taux minimum, là où il y a le 21-28, ensuite il y a le niveau du taux, mais il y a quand même le taux minimum, le cadrage du trust, et ainsi de suite. Et ça, il y a un vrai calendrier là-dessus, parce que ça, c'est le présent. Ça bouge en Chine et c'est en train de bouger aux États-Unis, puisque c'est plus possible, selon les idéaux libéraux américains et je dirais presque ancestraux, que les pères fondateurs des États-Unis ont posé. Là, on n'y est plus. Donc, et pour vous, c'est plus un sujet GAFA et sociétés plateformes technologiques qu'un sujet multinational au sens large, même si aujourd'hui, c'est les plus agressives. Je pense qu'il y a celui-ci, puis après, il y a un sujet aussi de crédibilité. Il me pose 1900 milliards sur la table. Vous pouvez encore jouer le dollar, arroser, mais enfin, au bout d'un moment, vous avez des partenaires aussi, et donc il faut que tout le monde joue le jeu. Et vous aussi, on commence à vous demander un tout petit peu aussi des comptes et un petit peu de solidité, tout américain que vous soyez. Donc je pense que c'est aussi un gage, entre guillemets, de bonne gestion, de bonne conduite, de montrer qu'on est également capable, à côté de ces sommes d'argent colossales qui vont être injectées, d'avoir un système de financement au moins partiel de cette somme-là, sans que ça soit reporté à coups de dollars sur l'ensemble des pays de la planète, quoi. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi les investissements en infrastructure derrière, parce que Biden l'a dit, l'objectif c'est aussi de pouvoir financer son grand plan d'investissement. Oui. Pour créer de l'emploi. Il s'appelle American Jobs Act. L'enjeu, c'est les emplois. Les emplois, et au passage, pour faire les routes et les ponts. Mais ça reste quand même de la dépense publique, ça reste une refonte d'une façon de faire de la dépense publique. Après, route, pont, j'imagine qu'en Europe, on pourra très bien l'associer au plan européen d'investissement avec un volet numérique, etc. Bon, c'est quand même des choses sur lesquelles qui deviennent quand même intéressantes à réfléchir, quoi. Ça. Après, raisonnons par l'absurde. Imaginons qu'on ne le fasse pas, qu'on reste comme avant. Je veux dire, on continue. Il y a un problème. Il y a un dumping fiscal qui est important avec l'Irlande. Je pense que beaucoup de gens sont extrêmement mécontents. On s'en est accommodé depuis des dizaines d'années. Donc, ça pourrait. Enfin voilà, je me fais l'avocat du diable, ça pourrait continuer. Est-ce que, pour terminer sur ce sujet, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une réhabilitation de l'impôt aujourd'hui, dans son principe? C'est dans un cadre global, c'est une réhabilitation d'un impôt qui soit plus progressif, parce qu'il peut aussi être, on a dit plancher, mais la modalité opératoire peut être un peu plus nuancée aussi. Mais qui, en fonction des coûts de la pandémie sur la croissance, on peut imaginer des choses un peu progressives, même à la virgule près. Donc oui, c'est une réhabilitation d'un impôt progressif qui soit un impôt qui permette finalement de faire des investissements publics sur l'éducation, sur le numérique, sur le monde de demain, sur la formation professionnelle, sur les certifications, sur le subventionnement de formation professionnelle à l'intérieur des entreprises, sur le parcours. Ça ne suffit pas toujours. On voit en France qu'on a plutôt pas mal d'impôts et qu'on n'est pas forcément exemplaire. Mais là, c'est un autre sujet, c'est le sujet de l'efficacité. Oui, ça pose la question de l'utilisation et de l'efficacité de l'impôt. Voilà, moi je raisonne de façon linéaire, un peu basique. Mais après, il y a aussi la question de savoir si ça va être vraiment alloué de cette façon-là. Bon, là, après, c'est plus trop. Et puis il y a le sujet, est-ce que l'impôt est là pour financer
financer l'État ou pour réduire les inégalités, la nouvelle théorie monétaire américaine, c'est qu'effectivement, c'est la dette qui finance l'État et que l'impôt est uniquement là dans une logique sociale de réduction des inégalités. Bon, c'est peut-être un peu exagéré là aussi. Vous iriez jusqu'à parler de réhabilitation de l'impôt aujourd'hui. Qu'en pense l'entrepreneur? Il faut qu'on reste prudent là-dedans. Les yeux français ou les yeux américains? Parce que les yeux français, il est bien là. Non, de toute façon, l'impôt, nous, on n'a jamais eu un débat, est-ce qu'on est pour ou contre l'impôt? Il faut un impôt qui soit au milieu. Voilà, le vrai sujet, c'est qu'il y a des gens qui n'en payent pas du tout, qui sont à zéro, donc c'est pas réhabilité. C'est ça qui est une anomalie. Voilà. Il faut juste suivre les règles du jeu et que tout le monde ait les règles du jeu. Alors après, pas non plus mais en train de militer pour avoir un impôt à 30 ou 40%, parce qu'on adore ça, on n'aime pas ça, mais à un moment donné, on sait bien que pour avoir... Tous les trous dans la raquette, le sujet voilà. Moi, je pense concurrence équitable. Qui dit un monde ouvert, ok, on a un monde ouvert, mais on suit tous les mêmes règles du jeu, parce que sinon ça tient pas dans le long terme. Allez, il nous reste 5 minutes dans l'émission, un ou deux sujets pour terminer. C'est l'after. Allez, on n'a quasiment pas encore parlé vaccin dans l'émission, il fallait y arriver. Madame la ministre de l'Industrie qui nous a confirmé ce matin à la télévision, dès demain, des doses de vaccins contre la Covid-19 seront produites en France. Delpharm produira des premiers lots du vaccin BioNTech Pfizer en Eure-et-Loire. Et ce n'est qu'un début. Nous produirons d'ici 2 semaines du Moderna et dans les prochains mois du CureVac et du Janssen. Alors, est-ce qu'il faut se féliciter d'avoir des vaccins made in France ou continuer à se désoler qu'on en soit à produire le vaccin des autres? Pascal, votre sentiment? Ah oui, je sais pas. Non, mais voilà. Il faut qu'il y ait des... Le lien, il est clair. C'est crise sanitaire, vaccin, économie, déficit dette. Donc tant qu'on résout... Non, mais si on reste sur la déficit dette, on en a parlé, là on reste sur la production de vaccins. Production de vaccins, moi, voilà, j'ai pas d'avis... Vous votez en touche, Nicolas. Ils sont un peu français, il y a des patrons français à la tête de ces boîtes. Je pense que... moi, c'est pragmatique. On pourra avoir le débat ou la polémique, mais ça aurait dû être celui de Sanofi ou celui de Pasteur qui est ici. Les Français adoreraient d'ailleurs un débat comme ça. Vous auriez dû me poser la question et puis on serait parti. Mais en réalité, on a besoin de vaccins, on les produit ici, puis on vaccine les personnes directement. Ceci dit, je reviendrai quand même sur la petite boutade de dire que c'est des patrons français, mais c'est intéressant. Il y avait un entrepreneur qui en mettait ça dans un cadre, mais quand on a des gens ultra brillants... C'est à la tête de Moderna d'un côté et à la tête de AstraZeneca. Exactement, quand on a des gens hyper brillants, la vraie question... quand même pas chez Pfizer. Non, mais ça en fait déjà 2 quand même. C'est pourquoi ces gens-là sont partis. C'est ça qui est intéressant. Et quand entre les niveaux de taxation, etc., on est demandeur de tous ces... On voit jamais les effets collatéraux d'une taxe à 75%. Par exemple, ça peut en être une. Oui. Alors elle n'a pas été appliquée, mais elle avait été très largement évoquée dans le programme en 2012, vous avez raison. Allez, autre sujet, je ne sais pas si ça vous inspire, c'est Monsieur Premier ministre du Royaume-Uni qui nous a dit que lundi 12 avril, c'est-à-dire lundi prochain, il allait aller dans un pub lui-même et qu'il allait mettre avec précaution, mais de façon déterminée, porter une pinte de bière à ses lèvres. C'était sa façon d'annoncer le début du déconfinement et la réouverture des restaurants et des pubs en Grande-Bretagne. Donc lundi 12, Boris Johnson ira boire une bière. Vous l'enviez ? Ouais, mais moi j'ai envie cet esprit anglo-saxon pragmatique, Trump et Johnson, ils ont dit il y a un problème, on met de l'argent, on se met en ordre de marche, on règle le problème, ils ont des vaccins, ils y sont allés comme des bourrins, ils ont mis l'argent, pendant que nous, on était en train d'épiloguer, est-ce que c'est plutôt bien, est-ce qu'il faut les acheter à plusieurs, est-ce que c'est pas l'occasion de construire l'Europe, etc. Et je trouve que ces 2 états d'esprit que vous retrouvez aussi dans le business, entre des anglos qui sont en train de bien dérouler de manière pragmatique et qui à la fin ont des résultats, et nous, pendant qu'on est en train de continuer à discuter, on n'ira pas avec notre peuple, parce qu'on prendre notre pinte avec lui, parce qu'on n'a pas le droit de prendre l'Eurostar, et ce pour encore un moment. Et donc je trouve que ça illustre quand même des états d'esprit dont parfois il faudrait s'inspirer. Pascal, lundi 12, vous serez jaloux de Boris Johnson avec sa pinte de bière? Très très jaloux, effectivement. Alors, je préfère qu'il prenne sa pinte de bière en Angleterre qu'il aille voyager au Portugal, parce que qui rouvre aussi le Portugal. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec le Portugal. Donc c'est effectivement les Britanniques qui étaient venus l'été
Et ça a été à l'origine de la seconde vague terrible du Portugal. Bon, c'est un peu moins drôle, mais effectivement, s'il a les conditions sanitaires, bravo, je dis, voilà, et ça donnera des idées à tout le monde. Et j'espère qu'on pourra également en France rapidement retrouver d'un peu de sérénité, moyennant un tout petit peu de discipline. Voilà. Allez, les salles de gym et les coiffeurs rouvriront également lundi prochain en Grande-Bretagne. Donc non seulement il pourra aller pouvoir une pinte, mais il pourra aller se faire coiffer. Allez, dernier sujet. Selon le classement mondial Green Future Index, qui est réalisé par la Tech Review du MIT, la France se classe 4e des pays les plus écolos de la planète, derrière l'Islande, le Danemark et la Norvège. Ce confrère mesquin nous dit que la Suède de Greta Thunberg n'est que 12e. Alors c'est un classement qui n'est pas que sur les émissions, mais également sur la nature des politiques climatiques. En même temps, c'est de voir que la France est le 4e pays le plus écolo, c'est cocorico, Nicolas ? Moi, je trouve que les classements, ça a du bon. Ça permet d'objectiver les choses. Ça me fait penser un peu au classement de Shanghai. Quand on a vu que les Français étaient derniers, au bout d'un moment, ils s'organisent, ils se mettent à un plan d'action, et puis petit à petit, on apparaît à la 10e place. Là, c'est un peu la même chose. Et puis, on va ça va permettre aussi de crédibiliser quand on dit que la France, c'est pas une poubelle par rapport à plein d'autres pays et qu'on n'est pas les pires producteurs. Bien, ça va permettre d'objectiver. Donc, quand on se réjouit de se dire, on a du nucléaire. Le nucléaire, ça rejette pas de CO2. Ça permettra d'éviter de prendre des décisions suicidaires, comme l'Allemagne, où je lisais dans l'article que finalement l'Allemagne, aujourd'hui, un Allemand, alors qu'il consomme 2% de plus que nous au quotidien, il pollue 5 fois plus que nous grâce à ses centrales au charbon. Donc c'est l'objectif. En matière de consommation d'électricité par habitant, oui, Pascal ? Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il faut aussi féliciter les entrepreneurs, les entreprises, les banques, les grandes entreprises, les plus grandes, puisqu'il y a aussi des normes environnementales, ce qu'on appelle les normes ESG, environnementales, sociales, de gouvernance, qui permettent aussi de faciliter un peu la mise en place de procédés environnementaux. Certains sont d'ailleurs labellisés, les labels ISR, tout ça fait déjà un certain temps, mais ça joue beaucoup dans l'envie d'aller plus vite maintenant avec le contexte actuel, bien sûr. Donc il n'y a pas que le mix énergétique, il y a encore une fois les contraintes, le climat, les politiques, les politiques mises en œuvre, qui font que le MIT sort ce classement. Il faut toujours rentrer dans les classements, ça a du bon, il faut toujours rentrer dans les critères aussi, effectivement. Ça fait sérieux, ça fait sérieux, c'est pas des Européens, en plus c'est un regard extérieur, et c'est que des pays européens en tête, puisque on le disait, Islande en 1, Danemark en 2, Norvège en 3, France en 4, Irlande en 5, et donc effectivement, je ne sais pas quels sont les suivants, je n'ai pas la suite du classement, il y a la Nouvelle-Zélande qui est pas mal aussi, pas loin, qui n'est pas européenne. Merci, on en restera là ce soir. Merci messieurs d'avoir été les interlocuteurs ce soir, merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, on se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Ciao.